Je tiens tout d'abord à remercier le comité organisateur et tout spécialement le Dr Belmki pour son invitation. C'est toujours un grand plaisir pour moi de partager avec mes concitoyens au sujet du glaucome. Alors, on m'a demandé aujourd'hui de partager avec vous mon expérience et plus globalement l'expérience qu'on a acquis au Centre hospitalier de l'Université de Montréal au sujet de la CPC micropulse ou cyclophotocoagulation micropulse. Je n'ai aucun intérêt financier relatif à cette présentation. Alors, comme vous le savez tous, la pression intraoculaire, c'est un équilibre délicat entre d'un côté la production d'humeur aqueuse et d'un autre côté la filtration. La majorité des chirurgies vont s'attaquer à la filtration et la CPC a ça d'unique, elle va aller baisser la production d'humeur aqueuse. Un plan bref, ici on va aller discuter de la CPC traditionnelle versus la CPC micropulsée. On va parler de la technique, de l'efficacité, sécurité, des paramètres de traitement, de la sélection des patients et enfin du coût. Alors, la CPC traditionnelle, c'est une procédure qui est cyclodestructrice qui va aller détruire l'épithélium pigmentaire du corps ciliaire, ce qui va entraîner une nécrose du tissu et donc une baisse de production d'humeur aqueuse et subséquemment une baisse de la pression intraoculaire. On va avoir typiquement une destruction architecturale extensive au niveau des tissus et une perte des processus ciliaires normaux. Alors, dès qu'on parle de CPC traditionnelle, on va tout de suite avoir en tête la mosaïque de complications qu'on a là, avec des complications qui peuvent être ravageuses au niveau de la vision, notamment le phthisis bulbi, l'ophtalmie sympathique ou l'hypotonie permanente. Des complications moins dangereuses, mais qui peuvent être plus fréquentes, les progressions de cataracte, l'uvéite, l'iphéma, la douleur péropératoire et post-opératoire, la perte de vision, notamment une perte de 1 à 2 lignes typiquement, et les changements pupillaires, notamment la mydriase. Alors, il faut comprendre que la majorité de ces complications arrivaient avec les anciennes générations de lasers et qu'avec la génération de laser diode, la fréquence de ces complications a diminué de façon importante. Malgré cela, on garde la CPC traditionnelle comme dernier élément au niveau de l'algorithme du traitement de glaucome et ça va être un traitement qui va être réservé aux glaucomes réfractaires typiquement ou les glaucomes avec un bas potentiel visuel. Alors, avec l'avènement de la cyclopulse micropulsée, on s'est rendu compte qu'il y a eu finalement un regain d'attention autour de cette technologie, autour de la CPC, que ce soit traditionnelle ou micropulsée. Dans la CPC micropulsée, le laser diode va transmettre une série de courtes impulsions d'énergie avec des périodes de repos entre les impulsions qu'on va appeler les duty cycles, et on va avoir une période de repos entre ces duty cycles. Le duty cycle est en général de 31,33% du temps. Le dommage va être donc plus ciblé au niveau de l'épithélium pigmentaire du corps ciliaire, ce qui va entraîner des dommages, beaucoup moins de dommages collatéraux. Lorsqu'on s'intéresse au mécanisme exact biologique, alors on se rend compte qu'il est encore incompris et qu'il y a probablement plus que juste une nature cyclodestructrice à ce laser-là. D'ailleurs, il y a eu des études préliminaires qui ont démontré qu'il y avait une contraction du trabéculum avec le CPC micropulse qui entraînait une augmentation de la filtration trabéculaire avec cette technologie. Au niveau de la machine, c'est notre cyclo G6. Il y a 3 paramètres qu'on va aller altérer. Alors, le premier paramètre, la puissance. Le deuxième, le duty cycle. Et le troisième, la durée. Typiquement, la majorité des chirurgiens vont garder 2 de ces paramètres fixes et vont aller modifier un des paramètres. Alors, au CHUM, on va garder la puissance à 2000 milliwatts, le duty cycle à 31,33% et la durée va être ajustée en fonction de la pigmentation de l'iris et de la sévérité du glaucome. Avec un glaucome moins sévère, on va aller avec une durée de 160 secondes, alors qu'avec un glaucome plus sévère, on va aller à 240 à 320 secondes. La sonde, elle a une orientation. Il y a un petit notch ici qui va être du côté limbique et la partie plate va être éloignée du limbe. On place la sonde toujours perpendiculaire au globe. C'est une sonde qui est différente de la sonde de G-probe habituelle. Elle est ronde et donc elle permet de glisser plus facilement au niveau de la conjonctive sans la déchirer. Malgré ça, la compagnie va quand même demander qu'on mette un agent couplant, que ce soit du gel ou des larmes artificielles à haute viscosité, ce qui permet d'améliorer la transmission au niveau du laser. Pour ce qui est de la technique, vraiment, c'est une technique qui est assez aisée sans courbe d'apprentissage. L'anesthésie, on va faire typiquement une anesthésie sous-ténonienne. On va aller ouvrir dans le cadran inféro-nasal et ensuite, on va aller mettre notre canule d'anesthésie. Donc, par la suite, on retire l'écarteur et on va faire le traitement sans écarteur typiquement. On a commencé avec des anesthésies sous-conjonctivales initialement. Les patients étaient confortables, sauf que l'augmentation de volume sous-conjonctival et parfois les hémorragies sous-conjonctivales faisaient en sorte que la pénétration du laser était moindre, raison pour laquelle on a switché pour une anesthésie sous-ténonienne pour tous les patients.
La sonde va être bougée de façon continue au niveau de la conjonctive et tout en évitant le 3h et 9h pour éviter les nerfs ciliaires longs postérieurs et les vaisseaux ciliaires. On peut également, pour éviter les cyclotorsions, marquer le 3h et 9h en position assise avant de coucher le patient. Alors, pour ce qui est de la vitesse du traitement, elle a également son importance. Plus le glaucome va être sévère, plus on va aller avec une vitesse lente au niveau du traitement. Typiquement, on va passer 10 à 20 secondes par hémisphère. Donc, 20 secondes pour les glaucomes sévères, 10 secondes pour les glaucomes moins sévères. Et on fait plusieurs passages pour arriver à un traitement total de 80 secondes. Le post-op, c'est un post-op qui est relativement facile comparé aux autres procédures. On va utiliser de la prédnisolone 4 fois par jour pour 2 semaines, puis 2 fois par jour pour 2 semaines. Pas de gouttes antibiotiques, sauf pour les kératoprothèses de Boston, et on va voir plus tard pourquoi. Et on continue toutes les gouttes de glaucome, excepté les myotiques. On va réanalyser la situation un mois après pour voir si on reprend les myotiques. On reprend typiquement la pression 1 heure après, 1 semaine après, puis un mois après. Et à un mois, on réanalyse la situation pour voir si la pression cible est atteinte. Si elle n'est pas atteinte, on va éventuellement retraiter. Alors, ce qu'on veut savoir, c'est si c'est une technologie qui est efficace et qui est sécuritaire, évidemment. Donc, on a fait une étude au CHUM, une étude avec 52 participants qui ont reçu du CPC micropulsé. Les paramètres de laser étaient 2000 milliwatts, 31,33% pour le duty cycle, et la durée de traitement était ajustée en fonction de la pigmentation de l'iris et de la sévérité du glaucome de 160 à 320 secondes. C'était une étude prospective sur 18 mois et le succès a été défini comme une pression intraoculaire finale à 18 mois entre 6 et 21 mm de mercure, avec une réduction d'au moins 25% de la pression intraoculaire. Tout ça sans progression du glaucome ni nécessité de chirurgie incisionnelle. Alors, le taux primaire de succès dans cette étude-là était quand même de 59,6% et on a eu une baisse de pression de 35,6% à 18 mois. Par contre, il n'y a eu aucune réduction significative du nombre de médications post-op. Un autre élément intéressant, c'était la corrélation qu'on a eue entre la durée du traitement et le pourcentage de réduction de la pression, comme on pouvait s'y attendre. Si on se compare à la littérature avec des définitions de succès primaire qui sont un peu différentes de 20 à 30% selon les études, on arrive à des chiffres qui sont finalement dans la moyenne des grandes études pour le CPC micropulse. La dernière étude qui vient de ressortir, Cabayol à Toronto, a été faite quand même sur 399 patients et on a eu une baisse plus modeste de la pression. L'explication, c'est que cette population-là, en majorité, avait une pression plus basse que 21 mm de mercure avant le traitement. Donc, la pression de base initiale étant plus basse, on s'attend à des baisses de réduction plus basses qu'avec les autres études. Pour ce qui est de notre étude, c'était quand même l'étude prospective avec le plus grand nombre de patients. Alors, il y a eu une comparaison entre la CPC micropulse et la CPC traditionnelle en termes d'efficacité. C'est l'étude d'Aquino et al. Qui a été bien intéressante à plusieurs égards, on va le voir. Alors, au niveau de la pression moyenne, on se rend compte que les deux groupes étaient égaux avec une baisse de pression moyenne de 45% à 18 mois, que ce soit pour la CPC micropulsée ou la CPC conventionnelle. Par contre, lorsqu'on voit la distribution des points, on se rend compte que la majorité des points pour la CPC micropulse sont sur une ligne droite, ce qui veut dire que c'est un traitement qui est beaucoup plus consistant et beaucoup plus prévisible que la CPC traditionnelle, où on a un grand écart entre les patients. On a beaucoup de patients avec des pressions très élevées ou très basses. Ce nombre important d'hypotonie et de pression plus basse que 5 mm de mercure explique le fait que le succès qui tient compte des complications était plus faible avec la CPC conventionnelle qu'avec la CPC traditionnelle dans cette étude. Également, un autre fait important de cette étude-là, les complications étaient plus fréquentes dans les yeux avec la CPC conventionnelle comparée à la CPC micropulse. Par contre, dans cette étude, il y a plusieurs facteurs qui pourraient expliquer ça. Le premier facteur est que l'énergie totale délivrée pour les deux groupes n'est pas la même. Dans le groupe avec CPC micropulse, les patients ont reçu beaucoup moins d'énergie que le CPC conventionnel. Le deuxième élément qui pourrait expliquer que les complications sont plus fréquentes dans la CPC conventionnelle, c'était que malgré la randomisation, il y a eu beaucoup plus de glaucome néovasculaire dans ce groupe. Alors, à long terme, on a des résultats qui sont très intéressants, qui sortent du Journal of Glaucoma du 29 octobre 2020 du groupe de Singapour.
et qui démontre que le succès continue à diminuer avec le temps et qu'à 3 ans, le succès est de l'ordre de 30%. Ce qui explique que dans notre étude et dans la majorité des études, le taux de retraitement était quand même important. Dans notre étude, à 18 mois, on avait 19% de retraitement, ce qui se compare très bien à la littérature. Dans notre étude également, au niveau de la sécurité, ce qui se compare à la littérature, on trouvait que le traitement était très bien toléré, peu de douleur lors de l'intervention, aucune complication dans 84,6% des cas, aucun cas d'inflammation prolongée, aucun cas de phthisis bulbi ou d'ophtalmie sympathique, et il n'y avait pas de réduction significative de l'acuité visuelle post-traitement. Par contre, un bémol, on avait un cas d'endophtalmie, et c'est un cas qui est très particulier, c'est un cas sur une kératoprothèse de Boston. Alors, ce qu'on pense, c'est que la pression mécanique sur la kératoprothèse de Boston, qui n'est souvent pas complètement bio-intégrée au tissu du patient, a pu entraîner une voie d'entrée pour l'endophtalmie. D'ailleurs, mon collègue qui a procédé au traitement et qui l'a vu le lendemain a trouvé que la pression était vraiment très hypotone le lendemain, ce qui pourrait aller avec une fuite au niveau de la kératoprothèse. Donc, pour tous les patients avec kératoprothèse, on a décidé d'utiliser du moxifloxacin 4 fois par jour pour une semaine. Au niveau de la sécurité, l'étude de Toronto avec les 399 patients nous a démontré également, comme notre étude, qu'il n'y a eu aucun cas d'hypotonie, de phthisis bulbi ou d'ophtalmie sympathique. On a eu quand même 16,1% des patients qui ont perdu une ligne ou plus à 1 mois. Et la cause la plus fréquente, c'était des problèmes de surface oculaire, la cataracte, des problèmes rétiniens ou maculaires. Par contre, fait rassurant, 54% de ces patients qui ont perdu une ligne ou plus à 1 mois ont retrouvé cette ligne-là finalement à 12 mois. Une autre étude qui est très intéressante, c'est de savoir est-ce que c'est sécuritaire chez une population particulière, la population avec une bonne acuité visuelle. Alors, cette étude rétrospective a été faite sur 61 patients avec une acuité visuelle qui était meilleure que 20/60. Il y a eu quand même 16% qui ont perdu 2 lignes ou plus de vision. Et parmi ces 16%, on a trouvé uniquement la moitié qui avait une cause corrigible de perte de vision. Alors, lorsqu'on regarde toutes ces études-là, je trouve que ce graphe-là va vraiment résumer un peu toutes nos études. On se rend compte finalement que ici, on a entre parenthèses le pourcentage de réduction de la pression. Et ici, on a l'énergie utilisée. On se rend compte que plus l'énergie utilisée est importante, plus on arrive à un traitement efficace. Par contre, plus l'énergie utilisée est importante, plus les taux de complications s'envolent. Avec ici, à la fin du spectre, l'étude d'Emmanuel et al., qui ont eu quand même, dans des cas de glaucome réfractaire, des baisses de pression de 59%. Par contre, il y a eu quand même 46% d'inflammation prolongée, 6% d'hypotonie et 26% qui ont perdu 2 lignes ou plus de vision. Alors, pour ce qui est des paramètres, il s'agit vraiment d'avoir un bon équilibre et de balancer entre, d'un côté, une efficacité plus importante et de l'autre, finalement, être plus sécuritaire et avoir moins de taux de complications. Alors, les paramètres sur lesquels on peut jouer, comme on l'a vu, c'était la puissance, le duty cycle et la durée qu'on peut augmenter. Et enfin, la vélocité, on peut la diminuer si jamais on veut augmenter notre efficacité. Donc, pour des glaucomes plus avancés, on aura tendance à utiliser des paramètres qui vont nous donner une plus grande efficacité. Pour les patients avec une bonne acuité visuelle, on va aller utiliser des paramètres un peu plus faibles, justement, pour être plus sécuritaire. Dans le cas d'une pression élevée, on va utiliser des paramètres plus élevés. Si la pigmentation de l'iris est importante, pour éviter une inflammation prolongée, on va utiliser des paramètres plus faibles. Et enfin, un autre paramètre que je tiens en compte lorsque je vois mes patients, si le patient est facile à mobiliser, si c'est un patient qui éventuellement pourrait avoir un traitement en plusieurs étapes, on va essayer d'utiliser des paramètres plus faibles, quitte à refaire un deuxième traitement par la suite. Alors, ce qu'on remarque, c'est qu'avec ce profil de sécurité qui est amélioré pour le CPC micropulsé, les chirurgiens ont tendance à utiliser le CPC micropulse bien avant dans leur algorithme de traitement. Alors, définitivement, de nombreux chirurgiens vont l'utiliser avant même d'utiliser n'importe quel autre type de chirurgie, donc ça va être notre chirurgie primaire, ou même dans certains cas, avant d'utiliser une 3e ou une 4e goutte, il va y avoir une CPC micropulse qui va être proposée aux patients. Est-ce qu'il va y avoir un impact dans le futur sur nos chirurgies? Ce qu'on veut savoir finalement, c'est qu'après une CPC micropulsée, est-ce qu'il va y avoir un impact sur le succès de nos chirurgies filtrantes, advenant le cas qu'on ait besoin d'en faire?
Alors, il n'y a pas d'études de fait sur le succès des trabéculectomies post-CPC. Par contre, il y a eu cette étude très intéressante, histologique et par immunofluorescence, qui a démontré qu'il y avait des marqueurs à la fois d'inflammation et des marqueurs de fibrose au niveau de la conjonctive post-CPC micropulse. Donc, dans des cas de chirurgie primaire, on pourrait se demander justement si on ne traiterait pas uniquement l'hémisphère inférieur pour essayer d'épargner l'hémisphère supérieur, advenant le cas qu'on ait besoin de faire une chirurgie par la suite. Alors, au niveau de la sélection des patients, comme vous le voyez, le profil plus sécuritaire, le fait que c'est un traitement qui est plus prévisible, font en sorte qu'on a un peu augmenté notre éventail de patients. Bon, définitivement, les patients avec une faible vision, les patients avec un échec au tube, les patients qui vont refuser les chirurgies incisionnelles, les patients plus âgés, notamment plus âgés que 75 ans, des patients avec un faible support social ou qui vont vivre loin, qui vont finalement avoir une difficulté à se présenter aux nombreux rendez-vous post-chirurgie incisionnelle. Ça va être tous des patients pour lesquels on va considérer le CPC micropulse plus tôt. Au CHUM, on est également un centre de référence pour les tumeurs oculaires et définitivement dans cette catégorie de patients-là, je vais offrir le CPC micropulse plus tôt. Si jamais on a eu une hémorragie suprachoroïdienne dans l'autre œil, on va également offrir le CPC micropulse plus tôt. D'ailleurs, le patient que je vous ai présenté au niveau de la technique de CPC micropulsé, c'était un patient qui m'a été référé par un autre centre, qui avait eu une hémorragie suprachoroïdienne dans le premier œil post-trabéculectomie. Et donc, on a décidé de faire un CPC micropulse dans le deuxième œil. Et enfin, les patients avec un haut risque de complications ou un haut risque d'échec, également, on va considérer la CPC micropulse plus tôt. Alors, pendant la COVID-19, de façon intéressante, c'est un traitement qu'on a définitivement utilisé plus souvent au CHUM, que ce soit moi ou mes collègues. Et la logique derrière ça, c'est que ça nécessite beaucoup moins de visites post-op, beaucoup moins de techniques post-op qu'une chirurgie incisionnelle. Le coût, toujours parler du coût lorsqu'on parle de ces nouvelles technologies. Alors, il y a une stratégie qui est quand même très intéressante au niveau marketing de la compagnie. C'est finalement d'avoir un coût assez abordable pour la machine qui est de 15 000 à 20 000 US. Par contre, ils vont se rattraper sur le prix des sondes. Si on regarde juste pour l'année budgétaire en cours pour le CHUM, ça c'est nos chiffres qui viennent de paraître cette semaine. Donc, on a 72 sondes micropulse et 84 sondes G-Probe pour un total de 62 000 dollars canadiens uniquement pour cette année et l'année n'est pas encore terminée. Donc, en conclusion, définitivement, le CPC micropulse a un profil de sécurité qui est amélioré et l'efficacité est également au rendez-vous, ce qui nous permet de considérer ce traitement plus tôt dans notre algorithme de traitement. Il faut définitivement avoir un bon équilibre, une bonne balance entre le risque de complication d'un côté et le risque de progression de glaucome d'un autre côté lorsqu'on choisit nos paramètres de traitement. Et enfin, il ne faut pas perdre de vue qu'un autre traitement peut être nécessaire après quelques années. Sur ce, je vous remercie de votre attention et vous souhaite un excellent congrès. Merci.